Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la 9e partie du cours sur arithmétique dans Z avec exemples et exercices d'application, dans laquelle on verra les propriétés des nombres premiers et un complément sur la congruence modulo n. Cette vidéo est dédiée aux étudiants 2e année bac sciences mathématiques. Alors on a déjà défini qu'est-ce qu'un nombre premier. Alors un nombre n est premier si seulement si il admet exactement deux diviseurs strictement positifs, 1 et lui-même. On a aussi donné la propriété qui permet de déterminer est-ce qu'un nombre est premier ou pas. Alors un entier n supérieur ou égal à 2 est non premier ou bien composé s'il possède un diviseur premier p qui vérifie la relation p carré inférieur ou égal à n. Donc, on utilise cette propriété pour déterminer est-ce que l'entier n est premier ou pas. Ensuite, on a déjà défini deux nombres premiers entre eux. Alors, on dit que a et b sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. Alors, le PGCD de a et b est égal à 1. C'est équivalent à dire que a et b sont premiers entre eux. Alors, le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun de A et B. Alors, théorème, premièrement, si P et Q sont deux nombres premiers positifs distincts, alors ils sont premiers entre eux. Autrement dit, P et Q appartenant à l'ensemble des nombres premiers et P différent de Q, alors le PGCD de P et Q est égal à 1. Donc ici, on a deux nombres premiers, P et Q, tel que P est différent de Q, alors forcément P est premier avec Q. Alors deuxièmement, si P appartient à l'ensemble des nombres premiers, alors P est premier avec tous les entiers qui ne divisent pas. Autrement dit, quel que soit A appartenant à Z, quel que soit P appartenant à l'ensemble des nombres premiers, P ne divise pas A, alors le PGC de PA est égal à 1. Donc ici, on a A appartenant à Z est un entier relatif et P appartenant à l'ensemble des nombres premiers. Alors, on a deux cas. Alors, premier cas, si P divise A. Alors, dans ce cas, le PGC de P et A est égal à P. Deuxième cas, si P ne divise pas A. Alors, dans ce cas, le PGCD de P et A est égal à 1. C'est-à-dire que P et A sont premiers entre eux. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir. Alors, exemple. Donc, ici, on va prendre deux nombres premiers distincts. Donc, par exemple, on prend 2 avec 3. Donc, le PGCD de 2 et 3 est égal à 1. Donc, 2 et 3 sont deux nombres premiers distincts. Donc, ils sont premiers entre eux. Par exemple, on peut prendre 5. Donc, on peut prendre 5 avec 7. Donc, 5 et 7 sont deux nombres premiers distincts. Donc, ils sont premiers entre eux. Même chose si on prend 11 avec 17. Donc, le PGCD de 11 et 17 égale 1. Alors, 11 et 17 sont deux nombres premiers distincts. Donc, leur PGCD est égal à 1. Ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux. Alors, pour la deuxième propriété, on a si P est un nombre premier, alors P est premier avec toutes les entiers qu'il ne divise pas. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple de 2. Alors, 2 ne divise pas 9. Et donc, 2 est premier avec 9. Même chose, si on prend par exemple 5, alors 5 ne divise pas 12. Alors, 5 est premier avec 12. Donc ici, on a 5 est un nombre premier. Il ne divise pas 12. Donc, 5 et 12 sont premiers entre eux. Même chose ici. 2 est un nombre premier. Il ne divise pas 9. Donc, 2 et 9 sont premiers entre eux. Maintenant, on va mettre 3 ne divise pas 10. Et donc, alors 3 est un nombre premier. Il ne divise pas 10. Donc, 3 et 10 sont premiers entre eux. Alors maintenant, si on prend 11, alors 11 est premier avec A.
donc est premier avec A, quel que soit A appartenant à l'ensemble A jusqu'à 10. Alors, les nombres de 1 à 10 sont tous inférieurs à 11. Donc, 11 ne peut pas diviser ces nombres, car il est supérieur à ces nombres. Donc, il ne peut pas être un diviseur de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Donc, puisqu'il est premier, alors il est premier avec tous ces nombres. Donc, on va avoir 11 premier avec 1, avec 2, avec 3, avec 4, 5 jusqu'à 10. Alors, de manière générale, on va dire que P, un nombre premier, est premier avec A, quel que soit A, appartenant à l'ensemble A jusqu'à P-1. Donc, les éléments qui appartiennent à P-1 sont tous inférieurs strictement à P. Donc, P ne peut pas diviser ces éléments. Donc, il est premier avec eux. Alors, preuve, premièrement, on va prendre deux nombres premiers, P et Q, tels que P différents de Q. Donc, soit P et Q, deux nombres premiers appartenant à P au carré, tels que P différent de Q. Alors, on pose delta égale à le PGC de P et Q. Donc, ici, l'objectif, c'est de montrer que delta est égal à 1. Alors, on a delta divise P et delta divise Q. Alors, P est un nombre premier. Alors, on a déjà défini un nombre premier. On a dit qu'un nombre premier admet exactement deux diviseurs strictement positifs, 1 et lui-même. Donc, delta est un diviseur de P, c'est-à-dire que delta soit égal à 1, donc appartient à l'ensemble A et P. Donc, delta soit égal à 1 ou bien P. Même chose ici, on a delta, un diviseur de Q qui est un nombre premier. Donc, forcément, delta appartient à l'ensemble A et Q. Alors, delta égale A. Donc ici, on a delta appartient à l'ensemble 1P et delta appartient à l'ensemble 1Q. Alors, l'intersection, c'est 1. Donc, forcément, delta est égal à 1, car P est différent de Q. Donc, l'intersection, c'est exactement lorsque delta est égal à 1. Donc, on justifie car P est différent de Q. Voilà, on a montré que le PGCD de P et Q est égal à 1. Alors, PGCD de P et Q égale 1. Maintenant, deuxièmement, on va prendre un entier relatif A et un nombre P premier. Donc, deuxièmement, soit A appartenant à Z et P appartenant à l'ensemble des nombres premiers, tel que P ne divise pas A. Donc, on va montrer que P et A sont premiers entre eux. Alors, on pose le PGC de P et A est égal à D. Donc, on doit montrer que D est égal à 1. Alors, on a D divise P et D divise A. Alors, donc D divise P, ça veut dire que, donc P est un nombre premier, ça veut dire que D appartient à l'ensemble A et P. Et D divise A. Donc, D égale à 1 et D divise A. Ou bien, D égale à P et D divise A. Alors, D égale à P et D divise A, ça veut dire que P divise A. Donc, c'est pas possible. On a déjà supposé que P ne divise pas A. Donc, ça, ce n'est pas possible. Alors, il reste D égale à 1. D égale à 1 et D divise A. Donc, on a montré que le PGC de P et A est égal à 1. Donc, PGC de P et A est égal à 1. Alors, on a pris A un entier relatif et P un nombre premier, tel que P ne divise pas A, et on a montré que le PGC de P et A est égal à 1. Propriété, soit A, B deux entiers relatifs et P un nombre premier. Alors, P divise le produit AB, équivalent à P divise A ou P divise B.
Donc ici, on a P un nombre premier qui divise un produit de deux facteurs d'entiers relatifs. Alors c'est équivalent à P divise l'un d'entre eux, c'est-à-dire divise A ou divise B. Donc cette propriété est vraie lorsque P est premier. Alors si P n'est pas premier, cette propriété n'est pas valable. Alors par exemple, on a 4 divise 20, qui est 10 fois 2. Mais 4 ne divise ni 10, ni 2. Donc 4 ne divise pas 2. Donc 4 divise 10 fois 2 qui est 20. Bien sûr, 4 divise 20. Mais 4 ne divise ni 10, ni 2. Par exemple, si on prend donc un nombre premier, par exemple 2, alors 2, bien sûr, divise 6 fois 3. Donc ici, c'est équivalent à. Alors 2 divise 6 ou 2 divise 3. Bien sûr, 2 ne divise pas 3, mais 2 divise 6. Donc la propriété ici est valable car 2 est un nombre premier. Par contre ici, le 4 n'est pas premier, donc la propriété n'est pas valable. Alors, preuve. Donc ici, on a le sens indirect est évident. Donc le sens indirect, c'est-à-dire si on suppose que P divise A ou P divise B, alors dans ce cas, forcément, P divise le produit AB. Donc P divise A ou bien P divise B, donc P divise le produit. Par exemple, on a 3 divise 6, donc 3 divise 6 fois n'importe quoi. Donc 6 fois 2 fois 3 fois 4, donc toujours c'est vrai. Maintenant, on va vérifier le sens direct. Alors le sens direct, on va supposer que P divise le produit AB. Et on va montrer que P divise A ou P divise B. Alors on va utiliser le raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire on va supposer la négation de cette proposition, qui est donc, supposons que, alors la négation de ça, c'est P ne divise pas A. Alors ou on va mettre et P ne divise pas B. Alors, d'après la propriété précédente, alors on a P est premier, il ne divise pas A, donc P est premier avec A. On a déjà vu ça dans la propriété précédente. Même chose ici, on a P premier, il ne divise pas B, donc P est premier avec B. Alors dans ce cas, je vais avoir, d'après une propriété qu'on a déjà vue dans la partie 7 de ce chapitre, donc puisque P est premier avec A, et P premier avec B, donc forcément P est premier avec le produit AB. Alors, dans ce cas, je vais avoir P ne divise pas le produit AB, ce qui est absurde avec l'hypothèse. Donc ici, on part de P divise AB, donc on a supposé que P divise AB, donc ça c'est absurde. Alors absurde, ça veut dire que ça veut dire que ce qu'on a supposé ici n'est pas vrai. Donc P divise A ou bien P divise B. Donc P divise le produit AB implique que P divise A ou P divise B. Propriété, premièrement, si P premier, si P divise le produit AB et si P ne divise pas A, alors P divise B. Alors premièrement, donc on va supposer que P est premier et P divise le produit AB et P ne divise pas A. Alors P premier et P divise le produit AB, donc on va utiliser la propriété précédente. Donc comme vous voyez ici, P est premier, il divise le produit AB, donc P divise A ou divise B. Donc, alors P divise AB, ça veut dire que P divise A ou P divise B. Et P ne divise pas A. Donc, on va avoir P divise B directement, P divise B. Voilà le résultat. Sinon, on peut utiliser, donc on va mettre P divise AB et P ne divise pas A. Donc, on va avoir P divise AB. Alors, P est un nombre premier et ne divise pas A.
Donc, d'après la première propriété, on va avoir P premier avec A. Maintenant, on va utiliser le théorème de Gauss. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Gauss? Il dit que si P divise AB et P premier avec A, alors forcément, dans ce cas, je vais avoir P divise B. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Deuxièmement, P premier, donc on suppose que P est premier et que P divise le produit A1, A2, AN jusqu'à AN. Avec A1 et A2 jusqu'à AN sont des entiers relatifs. Même chose ici, A et P, ce sont deux entiers relatifs. Donc A1, A2 jusqu'à AN sont des entiers relatifs. Alors, il existe un indice I dans l'ensemble 1 jusqu'à N tel que P divise AI. Donc ici, si P est premier, P divise ce produit, alors forcément P divise l'un de ces produits. Donc en fait, ce théorème, c'est la généralisation de la propriété précédente. Donc ici, on a pour n égale 2. Donc lorsqu'on a deux facteurs, P divise A divise le produit AB, donc P divise l'un des deux, A ou B. Alors ici, on a la généralisation, P divise le produit A1 jusqu'à AN, donc forcément P divise l'un de ces facteurs, A1 ou bien A2 jusqu'à AN. Donc il existe un indice I dans l'ensemble AN tel que P divise AE. Donc pour démontrer cette propriété, on peut utiliser une démonstration par récurrence sur N. Donc pour N égale 1, c'est évident. Je vais avoir P divise A1 donne P divise A1. Donc rien n'est changé. Même pour n égale 2, je vais avoir n, lorsque n est égal 2, je vais avoir P divise A1 fois A2. D'après la propriété précédente, P divise soit A1 ou bien divise A2, de le résultat. Alors, deuxièmement, donc pour l'initialisation, si n est égal à 1, donc bien sûr, c'est évident, je vais avoir P divise A1. Bien sûr que P divise A1, c'est évident. Alors, on suppose maintenant que on suppose que cette propriété est vraie pour le rang n. C'est-à-dire que P divise A1 jusqu'à AN. Donc P, on suppose que P divise le produit A1 jusqu'à AN. Implique, il existe un indice I dans l'ensemble 1 jusqu'à N, tel que P divise AI. Et on va montrer que cette propriété est vraie pour le rang n plus 1. Et montrons que P divise A1 fois jusqu'à AN fois AN plus 1, alors il existe un indice I appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à n plus 1, tel que P divise AI. Donc ici, on va mettre P. Donc on va supposer que P divise le produit A1 jusqu'à AN plus 1. Donc on va avoir P divise A1 jusqu'à AN fois AN plus 1. Alors, d'après la propriété précédente, donc on a P divise un produit A fois B. Alors, P divise soit A ou bien soit B. Donc, on va avoir P divise A1, le produit A1 jusqu'à AN, ou P divise AN plus 1. Donc, P divise le produit A1 jusqu'à AN, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc ici, on a P divise A1 jusqu'à AN, alors il existe donc un indice I dans l'ensemble 1 jusqu'à N, tel que P divise AI ou P divise AN plus 1. Donc, il existe I dans l'ensemble 1 jusqu'à N plus 1, tel que P divise AI. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, troisième propriété, on suppose que P est premier, quel que soit I dans l'ensemble 1 jusqu'à N, PI est premier,
et P divise le produit P1, P2 jusqu'à Pn, alors il existe un indice I dans l'ensemble 1 jusqu'à N, tel que P soit égal à Pi. Donc ça c'est évident d'après la propriété 2. Donc on a P est premier et P divise le produit P1, P jusqu'à Pn, donc forcément il existe un indice I dans l'ensemble 1 tel que P divise Pi. Donc ici c'est la même chose, sauf que au lieu de DAI, on a PI. Donc on suppose que, troisièmement, on suppose que P premier et que quel que soit I dans l'ensemble A jusqu'à N, PI premier, alors P divise le produit, on utilise la deuxième propriété. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ça. Il existe un indice dans l'ensemble AN tel que P divise PI. Donc on va voir, il existe un indice dans l'ensemble 1 jusqu'à N tel que P divise PI. Alors ici, on a P est un nombre premier et PI aussi un nombre premier. Alors P divise PI, c'est quoi les diviseurs de PI avec PI premier? Alors les diviseurs de PI sont 1 ou PI, par définition d'un nombre premier. Donc dans ce cas, je vais avoir P soit égal à 1, ce qui est impossible car 1 n'est pas premier, ou bien P égale à PI. Donc obligatoirement, puisque PI est premier, donc comme PI est premier, bien sûr, quel que soit I dans l'ensemble 1M, alors P est égal à PI. Ce qu'il fallait démontrer. Exercice, première question, soit A et B deux entiers relatifs et P un nombre premier. Question A, montrez que P divise A et P divise B équivalent à P divise A plus B et P divise A fois B. Donc, question A. Alors ici, on remarque que le sens direct est évident. Donc, le sens direct, on suppose que P divise A et P divise B. Alors, P divise toute combinaison linéaire entre A et B. On a déjà vu cette propriété dans la partie 1 de ce chapitre. On a dit que si D divise A et D divise B, alors dans ce cas, quel que soit alpha bêta appartenant à Z au carré, on a D divise alpha A plus bêta B. Donc si D divise A et D divise B, dans ce cas, D divise toute combinaison linéaire entre A et B. Donc ici, même chose ici, on a P divise A et P divise B. Donc P divise toute combinaison linéaire entre A et B, en particulier la somme. Donc on va avoir P divise A plus B et P bien sûr divise le produit. P divise A fois B. Donc ça c'est immédiat. Alors maintenant le sens indirect. On suppose que P divise la somme et P divise le produit de A et B. Et on va montrer que P divise A et P divise B. Alors on suppose que P divise A plus B et P divise A fois B. Alors dans ce cas, on aura alors P divise A plus B. Alors on va multiplier par A. Donc P divise A facteur A plus B. Et même chose ici, P divise A plus B. Donc P divise, on va multiplier cette fois par B. On va avoir B facteur A plus B. Et on va garder P divise A fois B. Donc on aura alors P divise A fois A au carré plus AB. Et P divise B au carré plus AB. Et P divise AB. Donc, alors ici on a P divise A carré plus, donc A carré plus AB et divise AB. Donc, il divise la différence. Donc on va voir ici P divise la différence, c'est-à-dire A carré divise A carré plus AB moins AB. Même chose ici, P divise B carré plus AB, il divise AB. Donc, il divise la différence. Donc, P divise B carré plus AB moins AB.
Alors, on va simplifier AB moins AB. Donc, il reste P divise A carré et P divise B au carré. Alors maintenant, on va utiliser la propriété précédente. Donc, on a ici P divise A carré et P divise B carré. Alors, la propriété précédente, on a déjà dit que on peut utiliser cette propriété. Alors, si P divise le produit AB, alors il divise soit A ou bien soit B. Donc ici, lorsque A est égal B, on va avoir P divise A au carré. Donc, P divise A. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, P divise A au carré. Alors, comme P est premier, alors, on aura, alors P divise A plus B, et P divise A B, implique, donc on aura P divise A, et P divise B, de le résultat. Alors, on peut utiliser autre méthode, en disant que P divise A plus B, et divise A fois B. Alors, divise A fois B, on va utiliser la propriété précédente. Donc, quand P est premier, donc il divise A ou divise B. Donc, on peut écrire P divise A plus B et P divise A fois B. Alors, dans ce cas, on aura P divise. Donc, P divise la somme. Alors, P divise A fois B, c'est-à-dire que P divise A ou P divise B. C'est-à-dire que P divise A plus B et P divise A ou P divise A plus B et P divise B. Donc on aura, alors si P divise A plus B et divise A, alors il divise la différence. Donc je vais avoir P divise A plus B moins A. Donc et P divise A. Même chose pour l'autre. On va faire la différence. Donc, si P divise A plus B et P divise B, donc il divise aussi la différence. Donc, on va avoir P divise A plus B moins B. Et il divise aussi B. Dans tous les cas, on va avoir le même résultat. Donc, on va avoir ici, on va simplifier A moins A. Il reste P divise B et P divise A. Ici, on va avoir la même chose. Donc, on va simplifier par B, on va avoir P divise A et P divise B, c'est-à-dire la même chose, de le résultat. Donc, conclusion, on a démontré les deux sens. Alors, P divise A et P divise B, équivalent à P divise la somme et P divise le produit de A et B. Question B, montrez que le PJCD de A et B est égal à 1, équivalent à le PJCD de AB et A plus B est égal aussi à 1. Alors, on va ici commencer par le sens indirect. Donc, on suppose que le PJCD de AB avec A plus B est égal à 1. Et on va montrer que le PJCD de A et B est égal à 1. Alors, on pose le PJCD de A et B égale delta. Alors, dans ce cas, on va avoir delta divise A et delta divise B. Donc, on va avoir delta. Alors, puisque delta divise A et B, donc il divise A fois B. Ça, c'est évident. Et delta divise A et B, donc il divise toute combinaison linéaire entre A et B. En particulier, la somme. Donc, divise A plus B. Voilà, donc, ensuite, on va dire que delta divise le PJCD. Donc, on a déjà vu une propriété qui dit que si D divise A et D divise B, alors dans ce cas, D divise le PJCD A et B. Donc, on a vu cette propriété dans la partie 2 de ce chapitre.
Alors, delta divise A, B, delta divise A plus B, donc delta divise leur PGCD, c'est-à-dire le PGCD de AB avec A plus B. Donc, delta divise, alors c'est quoi le PGCD de AB et A plus B? On a déjà supposé que le PGCD AB, A plus B est égal à 1. Donc, delta et divise 1. Alors, delta est le PGCD de A et B. Le PGCD est toujours strictement positif. Donc, forcément, delta est égal à 1. Donc, PGCD A et B est égal à 1. Voilà, maintenant on a terminé avec le sens indirect. Maintenant, le sens direct. Alors, on suppose que le PGCD de A et B est égal à 1. Et on montre que le PGCD de AB, A plus B est égal à 1. On pose le PGCD de AB avec A plus B égale D. Donc, il faut montrer que D est égal à 1. Alors, on a D divise A fois B et D divise A plus B. Alors, donc, ici, on va utiliser la même démarche que dans la question précédente. Alors, dans la question précédente, on a déjà vu que, voilà, donc ici, si P divise la somme A plus B et P divise le produit A fois B, alors on est arrivé à montrer que P divise A carré et P divise B carré. On n'a pas encore utilisé le fait que P est premier. Donc voilà, ici on va l'utiliser quand P est premier, etc. Mais on n'a pas encore vu utiliser le fait que P est premier. Alors, même chose ici, dans notre cas, dans la question B, on a D divise, on va avoir D divise A carré et D divise B carré. Toujours à partir de cette condition. D divise A, la somme et D divise le produit. Donc voilà, alors sans refaire les calculs, on va dire D divise A au carré et D divise B au carré. Donc ce sont les mêmes calculs qu'on a fait dans la question précédente. Dans ce cas, on va avoir D. Alors on va avoir D divise le PGCD de A carré avec B au carré. Alors c'est quoi le PGCD de A carré plus B carré? Alors comme le PGCD de A, B égale, on a supposé que c'est 1. Donc, le PGCD de A carré avec B carré est aussi égal à 1. Donc ici, on a utilisé la propriété suivante. On a déjà vu ça dans la partie 7 de ce chapitre. Donc on a dit que quel que soit M, N appartenant à N étoile au carré. Alors, A est premier avec B, équivalent à A à la puissance N, et premier avec B à la puissance M. Donc ça, c'est une propriété qu'on a vue dans ce chapitre, partie 7. Donc même chose ici, on a A et B sont premiers entre eux, donc A au carré et B au carré aussi sont premiers entre eux. Il y a même une autre propriété qui dit que le PGCD de A et B à la puissance N égale le PGCD de A à la puissance N avec B à la puissance N. Mais je ne suis pas sûr est-ce que cette propriété est au programme. Donc s'il est au programme, dites-le à moi dans les commentaires. Alors comme A et B sont premiers entre eux, alors le PGCD de A carré et B carré est aussi égal à 1. Donc on va remplacer ici. Donc on aura D divise 1. D divise 1 tout d'abord. Donc D égale à 1. Voilà, on est parti de A et B sont premiers entre eux et on est arrivé à montrer que AB est premier avec A plus B. Donc, on va avoir AB, le PGCD de AB et A plus B égale aussi à 1. Voilà, on peut conclure. Conclusion. Alors, conclusion, A est premier avec B, équivalent à AB, premier avec A plus B. Donc ici, on peut utiliser en fait le théorème de Bezout pour démontrer cette propriété. Mais le théorème de Bezout n'est pas l'objectif de cette vidéo. Bien sûr, avec le théorème de Bezout, c'est très facile. On peut démontrer ça rapidement.
Question C, on déduire que le PGC de 27 et 182 est égal à 1. Donc ici, on va décomposer 182. Alors, 182, alors on divise par 2, puisque c'est pair. Alors, on trouve 91. Alors, 91, on divise par 7. Alors, on aura 13. Alors, 13 sur 13, c'est 1. Donc, 182, c'est 2 fois 7 fois 13. Donc, ici, on remarque que 2 fois 7, c'est 14. Donc, on va avoir 13 fois 14. Donc, 182, c'est 13 fois 14. Alors, on remarque que 13 plus 14 est égal à 27. Et 13 fois 14 égale 182. Donc, en fait, on peut utiliser la question précédente. Donc, on a... Alors, 13, le PGC de 13 et 14 égale quoi? Égale à 1. C'est évident, puisque ce sont deux nombres premiers entre eux. Donc, équivalent à, en utilisant la propriété précédente, on va avoir 13 plus 14 est premier avec 13 fois 14. Équivalent à 13 plus 14, c'est 27. Premier avec 13 fois 14, c'est 182. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Deuxième question, déterminez tous les nombres premiers positifs P et Q, sachant que P divise Q carré moins Q et Q divise P carré moins P. Donc ici, on a P divise Q carré moins Q et Q divise P carré moins P. Donc ça, c'est équivalent à P divise, on factorise par Q, on va avoir Q facteur Q moins 1 et Q divise, on factorise ici par P, on va avoir P facteur P moins 1. Donc ça, c'est équivalent à. Donc on va utiliser la propriété précédente, c'est-à-dire on a un nombre premier qui divise un produit de facteurs. Donc forcément, P divise l'un des facteurs. Donc on va mettre P divise soit Q ou P divise Q moins 1. Même chose ici, on va mettre Q divise P ou Q divise P moins 1. Donc ça, c'est équivalent à. Alors, on va mettre P divise Q et Q divise P, ou bien P divise Q et Q divise P moins 1, ou bien cette condition avec celle-là, ou bien celle-là avec celle-là. Donc, on commence par P divise Q et Q divise P. Ou bien, maintenant, on va mettre P divise Q et Q divise P moins 1. Ou bien, ensuite, on va mettre P divise Q moins 1 et Q divise P. Ou bien, alors finalement, on va mettre P divise Q moins 1 et Q divise P moins 1. Donc ça, c'est équivalent à. Alors ici, on a P divise Q et Q divise P. Donc, c'est équivalent à dire que P est égal à Q. Donc, toujours lorsque A divise P et P divise A, ça, c'est équivalent à, quel que soit A, B dans Z carré. Donc, ceci est équivalent à A égale B. Donc, ça, c'est une règle générale. Ou bien, donc ici, on a P divise Q. Alors, un nombre premier divise un nombre premier. Quand est-ce que c'est possible? Donc, c'est possible dans le cas où P est égal à Q. Donc, on va mettre P égale à Q. On a déjà vu ça dans la propriété précédente. Alors, un nombre premier divise le produit des nombres premiers. C'est dans le cas où P est égal à l'un des facteurs premiers. Donc, ici, on a P divise Q. Donc, forcément, P est égal à Q. Car Q et P sont deux nombres premiers. Ensuite, on va mettre Q divise P moins 1. Alors, Q est égal à P. Donc, en fait, on va mettre P divise P moins 1. Car P est égal à Q. Ou bien, même chose ici, on a un nombre premier divise un nombre premier. Donc forcément, Q est égal à P. Et ici, on a P divise Q moins 1. Donc on va remplacer P par Q. On va avoir Q divise Q moins 1. Ou bien, donc ici, on a P
divise Q moins 1 et Q divise P moins 1. Alors, P divise Q moins 1, ça veut dire que P est inférieur. Donc, P divise Q moins 1. Donc, P est inférieur ou égal à Q moins 1. Et bien sûr, Q moins 1 inférieur strictement à Q. Et Q divise P moins 1, alors Q est inférieur ou égal à P moins 1. Donc, on va avoir ici P inférieur strictement à P moins 1. C'est impossible. Donc, ici, on va mettre absurde. Donc, on va enlever cette condition. Alors, ça, c'est équivalent à, on va mettre P égale Q, ou, donc ici, on va avoir P égale à Q, et P divise P moins 1. Donc, P divise P moins 1, et P supérieur strictement à P moins 1. Donc, ceci n'est possible que dans le cas où P moins 1 est égal à 0. Donc, le diviseur ne peut pas être supérieur au divisé. Donc, ça, c'est pas possible. Sauf dans le cas où P-1 est égal à 0. Donc, c'est ce qu'on va mettre. Donc, tout d'abord, on va mettre P égale Q. Et P divise P-1, ce n'est possible que dans le cas où P-1 est égal à 0. Ou bien, même chose ici. Donc, on va mettre Q divise P. Et Q divise Q-1 alors que Q supérieur à Q-1. Donc, quand est-ce que c'est possible? C'est dans le cas où, c'est seulement dans le cas où Q-1 égale 0. On a déjà enlevé ça, donc ça c'est équivalent à, donc on va mettre P égale à Q ou, alors P égale à Q et P, donc moins à l'autre côté, on va avoir P égale à 1. Donc P égale à Q égale à 1. Alors ça c'est équivalent à, donc équivalent à P égale Q. Alors, P égale à Q égale à 1. Alors, est-ce que c'est possible? Non. Car P et Q sont des nombres premiers. Donc, P supérieur ou égal 2 et Q aussi supérieur ou égal 2. Donc, P et Q ne peuvent pas être égaux à 1. Donc, finalement, il reste P égale à Q. Donc, on a montré que si P, donc P divise Q carré moins Q et Q divise P carré moins, moins P. Donc, ceci est équivalent à P égale à Q. Alors, conclusion. Alors, P divise Q carré moins Q et Q divise P carré moins P équivalent à P égale à Q. Alors maintenant, on passe à un complément sur la relation congruence modulo n. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà vu la relation congruence modulo n dans la partie 5 de ce chapitre et on n'a pas pu faire quelques propriétés puisqu'on n'avait pas encore vu le théorème de Gauss. Alors, dans cette vidéo, on va compléter les choses qu'on n'a pas pu faire. Alors, théorème, soit A et B, deux entiers relatifs non nuls, et C, un entier relatif, N, un entier naturel non nul, et D, le PGCD de C et N. Alors, AC congru BC modulo N, équivalent à A congru B modulo N sur D. Donc ici, c'est comme on simplifie par C. On aura A congru B modulo N sur le PGCD de C et N. Avec C, c'est l'entier avec lequel on simplifie. Donc ici, on va prendre un exemple. Par exemple, si on a, donc on a 6 congru à 2 modulo 4. Alors maintenant, on va simplifier. Donc ici, on a 6, c'est quoi? C'est normalement 3 fois 2. Congru à 2 modulo 4. Alors, c'est quoi le PGCD? Donc, on va simplifier par 2, bien sûr. Alors, c'est quoi le PGCD de 2 et 4? Alors, le PGCD de 2 avec 4, c'est quoi? C'est 2. Car 2 divise 4. Donc, le PGCD, c'est exactement 2. Et donc, ici, on peut simplifier. Donc, on va avoir
3 congru à A1 modulo, alors 4 sur le PGCD, c'est-à-dire 4 sur 2. Donc il reste 2. Et bien sûr 3 est congru à 1 mod 2, ça c'est vrai, c'est correct. Alors autre exemple, par exemple si on a 8 congru à, donc on va dire 2 mod 6. Alors 8 en fait c'est 4 fois 2 congru à 1 fois 2 module 6. Maintenant, il faut simplifier bien sûr par 2. Alors, le PGCD de 2 avec 6, c'est quoi? C'est 2, puisque 2 divise 6. Donc, le PGCD c'est exactement 2. Alors, maintenant, on va simplifier par 2. On va avoir 4 congru à 1 modulo 6 sur le PGCD, qui est 2. 6 sur 2, c'est 3. Et bien sûr, 4, c'est congru à 1 mod 3. Ça, c'est vrai. Alors, on utilise cette propriété lorsque on veut résoudre une équation de congruence de la forme AX congru à B modulo N. Donc ici, pour résoudre cette équation E, il faut trouver X congru à quelque chose. Alors, je vous donne un exemple. Donc, par exemple, si on vous demande de résoudre l'équation suivante, 2x congru à 4 modulo 6. Alors, dans ce cas, il faut trouver x congru à quelque chose, comme ici. Alors, ici, on va écrire 2x congru à 4, c'est 2 fois 2, mod 6. Donc ici, il faut simplifier normalement par 2. Avant ça, on va déterminer le PGCD de 2 avec 6. Alors, le PGCD ici, comme là, c'est 2. Donc, on va maintenant simplifier par 2. Alors, on aura x congru à 2 mod 6 sur le PGCD. 6 sur 2, c'est 3. Donc, voilà la solution de l'équation. Donc, on utilise ce théorème lorsqu'on veut résoudre une équation E de cette forme, ou bien un système. Alors maintenant, on va passer à la preuve. Donc, on va démontrer le sens direct tout d'abord. On va supposer que AC est congru à BC modulo N. Et on va montrer que A est congru à B modulo N sur D. Alors, AC congru à BC modulo N. Alors, donc ici, on va écrire A, C. Oui, on va factoriser par C. Donc, B, c'est l'autre côté. On va factoriser par C. Donc, on va avoir A moins B. Facteur C congru à 0 modulo N implique. Donc, ici, on va avoir N divise A moins P. Facteur C. Alors, implique. Maintenant, on va diviser et multiplier par D. Donc, on va avoir N sur D. Divise A moins P. Facteur C sur D. Maintenant, on va dire comme, alors D est le PGCD de CN. Alors, on va avoir D, donc on va diviser le tout par D. Donc, on va avoir C sur D. PGCD avec N sur D égale à 1. Donc, on a divisé par D dans les deux côtés. Alors, maintenant, on va utiliser le théorème de Gauss. Donc, ici, on a N sur D divise A moins B facteur C sur D. Et N sur D est premier avec C sur D. Alors, d'après le théorème de Gauss, donc on va écrire AC congru à BC modulo N implique, donc en utilisant le théorème de Gauss, on va écrire N sur D divise A moins B. Donc N sur D divise A moins B facteur C sur D. Et N sur D est premier avec C sur D ici. Donc N sur D divise A moins B. Alors d'après le théorème de Gauss, on a N sur D divise A moins B implique que A
est congru à B modulo n sur D. Donc ici, on va avoir donc A moins B congru 0 modulo n sur D. Donc A moins B congru 0 modulo n sur D. Alors moins B l'autre côté, on va avoir A congru B modulo n sur D. Voilà, on a terminé avec le sens direct. Maintenant, le sens indirect. Donc, on va partir de A congru B modulo n sur D. Alors, donc, on va voir, il existe K appartenant à Z tel que A égale B plus K fois N sur D implique, il existe K appartenant à Z tel que, alors ici on va multiplier d'un côté par D, donc je vais avoir ici AD égale BD plus K fois N. Alors maintenant pour faire apparaître C, donc il faut trouver AC congru BC modulo N. Donc on a déjà K fois N, donc c'est bien. Il faut maintenant faire apparaître le C. Alors on va utiliser le fait que, donc comme D est le PGCD de C avec N, donc on va utiliser ça. Alors en fait D est un diviseur de C. Donc C s'écrit sous forme alpha fois D. Avec alpha est un entier relatif, ou bien est un entier plutôt, appartient à n étoiles, est un entier non nul. Donc, on va mettre A congru B modulo n sur D implique, il existe K dans Z tel que, donc ici on va multiplier de côté par alpha. Donc on va avoir A, donc on a déjà A, alpha fois D égale A, ici on va mettre B et alpha fois D plus alpha Kn implique, alors il existe K dans Z tel que, maintenant on va remplacer alpha fois D par C. On va avoir AC égale à B alpha fois D, c'est C, plus K alpha N. Et donc, maintenant on peut écrire que AC est congru à BC modulo N. D'où le résultat. Alors, conclusion, on a montré que AC congru à BC modulo N équivalent à A congru B modulo N sur D. Avec D, c'est le PGCD de C et N. Résultat. Premièrement, AC congru BC modulo N et C premier avec N, alors A congru B modulo N. Donc en fait ça c'est un résultat direct de la propriété précédente. Donc on a déjà montré que si AC congru BC modulo N équivalent à A congru B mod N sur D. Avec D c'est le PGCD de C avec lequel on a simplifié et N. Donc ici on a le PGCD est égal à 1. Donc ça c'est un cas particulier de cette propriété. Donc le PGCD est égal à 1, c'est-à-dire lorsque D est égal à 1. Donc le PGCD est égal à 1, on va simplifier avec C et on va diviser le N par le PGCD qui est 1. Donc on va avoir directement le résultat d'après la propriété précédente. Alors deuxième résultat, donc on a A congru B mod N et M divise N, alors A congru B modulo M. Donc ça c'est un résultat évident, donc on va le vérifier rapidement. Donc ici on a A congru B mod N, ça veut dire que donc A congru B modulo N, donc c'est équivalent à dire que N divise A moins B. Aussi on a M divise N, donc M divise N, on va l'ajouter, donc M divise N,
Alors, donc ici on a m divise n et ce dernier, n, divise a moins b. Donc par transition, je vais avoir m divise a moins b. Donc m divise a moins b. Et donc, on va avoir a congru b mod m. Donc je vais avoir ici a moins b congru 0 modulo m. Donc moins b l'autre côté. On va avoir a congru b modulo m. Voilà, c'est ce qu'il faut montrer. Maintenant, troisième résultat. On a AC congru BC modulo P. Et P, un nombre premier. Et P ne divise pas C. Alors, on aura A congru B modulo P. Donc ici, on a AC congru BC modulo P. Et P premier, P ne divise pas C. Donc d'après la propriété numéro 1 qu'on a vu dans cette vidéo, ou bien le premier théorème qu'on a vu dans cette vidéo, on a déjà dit que si P est premier et P ne divise pas C, alors P et C sont premiers entre eux. Donc, je vais écrire ici P est premier avec C. Voilà, maintenant on peut utiliser le résultat 1. Donc, AC est congru BC mod N et C premier avec N, donc on peut simplifier avec C. Même chose ici, on a AC congru BC mod P et P premier avec C. Donc, en fait, on peut simplifier avec C. Alors, on aura A congru P modulo P. Exercice, résoudre dans Z les équations suivantes. Premièrement, 8x congru A modulo 5. Équivalent A. Donc ici, pour résoudre cette équation, il faut trouver x congru à quelque chose. Donc c'est ça la résolution de cette équation de congruence. Alors, on va écrire 8x comme 5x plus 3x congru à 1 modulo 5. Alors, ça c'est équivalent à. Alors, 5x c'est 0. Donc, 5x est congru à 0 modulo 5. Car 5 divise 5x. Donc, en fait, 5x va sauter. Il reste 3x congru à 1 modulo 5. Alors, ça c'est équivalent à. Maintenant, il faut se débarrasser du coefficient 3 pour trouver x. Alors, pour cela, on va ajouter ici les multiples de 5 de telle façon à avoir un multiple de 3 pour faire simplification. Alors, les multiples de 5 sont tous congrus 0 mod 5. Donc, en fait, on peut ajouter les multiples de 5 sans problème. Donc, on va avoir 1 plus. Alors, multiple de 5, on va par exemple essayer avec 5. Alors, on va ajouter 5 et voir. Alors, si on ajoute 5, on va avoir 1 plus 5, c'est 6. Et 6, multiple de 3. Donc, c'est bon. Donc, on garde ça. Alors, équivalent à 3x congru à 1 plus 5, c'est 6. Alors, 6, en fait, c'est 3 fois 2. Mod 5. Maintenant, on peut faire simplification avec 3. Alors, ça, c'est équivalent à. On va simplifier. On va avoir x congru à 2 modulo. Alors, c'est quoi ici le PGCD de 3 et 5? Donc, PGCD de 3 et 5 est égal à 1. Donc, ici, il faut diviser par le PGCD qui est 1. Alors, 5 sur 1, c'est aussi 5. Voilà. Maintenant, on a trouvé x. X est congru à 2 modulo 5. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation 1, en fait, on l'appelle par exemple SA. Alors, ce sont les x qui s'écrivent sous forme 2 plus 5k, tel que k est un élément de z. Alors maintenant, on va passer à la deuxième équation. On a deuxièmement, donc on a 36x congru à 20 modulo 32. Donc 36x congru à 20 modulo 32. Donc ici, on va procéder par la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire on va écrire congru équivalent à. Alors 36, en fait, c'est 32 plus 4. Donc on va écrire ici 32
x plus 4x congru à 20 modulo 32 équivalent à, alors 32x c'est 0 modulo 32. Donc en fait 32x va sauter, il reste 4x congru à 20 modulo 32. Alors maintenant on va simplifier. Donc on va simplifier puisque 20 c'est 4 fois 4 fois 5, donc équivalent à 4x équivalent congru à, alors 20 c'est 4 fois 5 modulo 32. Donc ici on peut faire simplification avec le 4 en utilisant bien sûr la propriété précédente. Donc on a déjà vu ça dans la propriété. Donc le PGCD de 4 et 32 c'est 4 puisque 4 divise 32. Donc comme le PGCD de 4 et 32 est égal à 4 car 4 divise 32. Donc 4 c'est bien 32 c'est 4 fois 8. Voilà, donc maintenant on va écrire 36x congru à 20 mod 32 équivalent à, on va faire simplification, on va avoir x congru à 5 modulo, donc modulo 32 sur le PGCD. Il faut diviser par le PGCD, c'est important, donc 32 sur 4 c'est 8. Donc voilà la solution. Ce sont les x qui s'écrivent sous forme 5 plus 8k. Donc l'ensemble des solutions de l'équation 2, on l'appelle S2. Ce sont les x qui s'écrivent sous forme 5 plus 8k, tel que k est un élément de z. Alors maintenant on passe à la troisième équation. La troisième équation c'est 4x congru à 3 mod 7. Donc troisième équation, 4x congru à 3 modulo 7. Donc ça c'est équivalent à. Alors de même, il faut se débarrasser du coefficient 4 pour trouver x. Donc on dit qu'il faut trouver un inverse de 4 modulo 7. Alors 4x est congru à donc 3 plus. Alors ici, on va ajouter les multiples de 7 de telle façon à avoir ici un multiple de 4 pour faire simplification par la suite. Donc c'est ça la technique qu'on va utiliser. Donc on va commencer ici par 7. Donc si on ajoute 7, on va avoir 11. On va avoir 10 plutôt. Donc 10, est-ce que 10 est un multiple de 4? Non. Donc ensuite on va ajouter 14. Alors si on ajoute 14, on va avoir 17. Alors 17 n'est pas multiple de 4. Donc ça marche pas. Alors le prochain multiple c'est 21. Alors 21 plus 3, on va avoir 24. Alors est-ce que 24 est un multiple de 4? Oui, 24 c'est 6 fois 4. Donc c'est bon, on va ajouter 21. Donc modulo 7. On va ici dire que 21, c'est 0 modulo 7. Donc rien ne change dans l'équation si on ajoute 21, puisque 21, c'est 0, congru 0 modulo 7. Donc, équivalent à 4x est congru à, alors 3 plus 21, c'est 24 modulo 7. Équivalent à 4x congru à 24, c'est 4 fois 6, modulo 7. Alors maintenant, on va penser à faire la simplification. Alors ça, c'est équivalent à, alors on va simplifier, on va avoir x congru à 6 modulo. Donc ici, il faut faire attention. Alors on a simplifié avec 4, donc 4 et le PGCD de 4 et 7, c'est quoi? C'est 1. Donc, il faut diviser 7 par 1. C'est toujours 7. Donc, rien ne change. Voilà. Alors, maintenant, on a trouvé x. Ce sont les x qui s'écrivent sous forme 6 plus 7k. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation 3, qu'on appelle S3,
et 6 plus 7K, tel que K est un élément de Z. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.